Bonjour à tous, votre FDSEA fête son 70e anniversaire, 70 ans de défense, d'action et de service. De son tout début rue du Petit Champ jusqu'à aujourd'hui à la Maison de l'Agriculture, votre syndicat a su mener de longs combats, développer son activité et étoffer son équipe au fil des années pour répondre au mieux aux adhérents. Il est très difficile de retracer 70 ans de syndicalisme en vidéo. Certaines périodes de ce film seront donc succinctement abordées, me permettront quand même de rendre hommage aux personnalités importantes de la fédération et de montrer le travail qui a été mené. Pour retracer ces 70 ans, 4 grandes parties vous seront présentées. La création et la mise en place de la FDSEA sous l'agriculture administrée, la FDSEA et la réforme de la PAC, et la FDSEA développe ses services. Sans plus tarder, commençons tout de suite cette rétrospective. C'est en mars 1945 que la FNSEA élit son premier président, Eugène Forget, qui fait voter à main levée le serment de l'unité paysanne. Dans cette période d'après-guerre, la FNSEA encourage les agriculteurs à accentuer leurs efforts pour faire face à l'urgence. Il fallait produire pour nourrir la population et agir pour reconstruire le pays, fort soutenu par le plan Marshall en 1947, qui a aidé à la mécanisation. Le statut du fermage est créé durant cette période et prend désormais en compte l'intérêt de l'entreprise agricole et limite les droits du propriétaire. Avec la loi sur la liberté syndicale, la FDSEA voit le jour en Eure-et-Loire avec comme premier fondateur Francis Bouchard, qui a été président de 1946 à 1959. Tout se met en place durant les années suivantes à plusieurs échelons, communal, cantonal et départemental. Dès 1949, le problème de l'approvisionnement alimentaire est résolu, mais les conséquences de la révolution agricole se font rapidement sentir et le progrès coûte cher. Le capital d'exploitation devient de plus en plus lourd, les immobilisations sont importantes pour une durée d'utilisation souvent très courte, les semences, les engrais, les produits phytosanitaires sont des dépenses élevées auxquelles s'ajoutent les charges foncières. Les paysans ont recours massivement au crédit et l'endettement du secteur agricole devient important. Dans ces conditions, l'agriculteur est de plus en plus sensible à l'évolution de ses charges et de ses coûts. Les disparités entre les revenus agricoles et ceux des autres catégories socio-professionnelles se creusent. Le mécontentement gagne les campagnes et favorise l'exode rural. La FNSEA réclame alors un système d'indexation des prix agricoles, la réduction de charges fiscales et la création de débouchés. Les premières actions syndicales sont alors organisées. À Chartres, 2000 agriculteurs ont arrêté 40 000 usagers de la route. C'est la semaine de protestation. Les ventes et expéditions pour le marché de la Villette sont suspendues. Le Cercle national des jeunes agriculteurs devient en mars 1956 un syndicat adhérent à la FNSEA et s'appelle le Centre national des jeunes agriculteurs. La Communauté économique européenne est créée lors de la signature du traité de Rome en 1957. Son fonctionnement aboutit à la première politique agricole commune. 2 ans plus tard, Louis Perrin devient président de la FDSEA d'Eure-et-Loire jusqu'en 1966. Les agriculteurs demandent toujours la généralisation d'un système de garantie des prix et la colère est toujours présente dans les campagnes euréliennes. Des agriculteurs rejoignent leurs voisins de la région centre pour manifester à Tours, puis à Chartres en février 1960. Après ces manifestations, le ministre de l'Agriculture de l'époque, Edgar Pisani, fera voter les lois d'orientation de 1960 et 1962, qui marqueront un tournant de la politique agricole française. Les mesures annoncées visent les prix, mais met en place aussi une politique sociale, une organisation des productions et des marchés, et une politique des structures, avec la création de la SAFER et des ADASEA pour gérer les installations, la création de l'IVD, les indemnités viagères de départ, pour faciliter la transmission aux jeunes, et c'est également le début des aides à l'installation. Le début des années 60 est marqué par l'ouverture des marchés européens qui entraîne la croissance de la mécanisation, l'évolution des techniques de production et de la génétique. C'est le début de l'agriculture administrée, des prix communs sont fixés par l'Europe et les débouchés sont garantis. Le fait marquant pour nous, producteurs, c'est qu'on sentait cette poussée de la production. Si vous voulez, on voyait bien qu'on avait des manettes et qu'on avait à la fois la mécanisation, la capacité d'augmenter les rendements, on avait la génétique et que les volumes allaient augmenter. Donc il nous fallait un marché. Et l'avantage d'être en Europe, c'est qu'on voyait les pays déficitaires devenir nos clients. Donc ça, c'était intéressant
Donc l'Europe, ça a été dans cette phase-là une espérance de trouver des marchés intéressants. Côté syndical, les actions organisées durant cette période avaient surtout pour objectif de demander une amélioration des prix fixés par l'Europe. Tout le problème du revenu des producteurs tournait beaucoup autour du sujet du prix d'intervention, qui était la véritable sécurité. Les prix ne variaient pas énormément, mais il y avait une grande négociation annuelle qui était l'évolution du prix d'intervention, qui se faisait au plan européen et qui étaient des combats, toujours vraiment des combats syndicaux. Dans les campagnes, le paysage évolue et un remembrement important a lieu en Eure-et-Loire afin de regrouper les parcelles. L'essentiel du remembrement dans le département d'Eure-et-Loire s'est fait à partir de 1950 jusqu'à 1965. Ensuite, d'autres remembrements sont intervenus, essentiellement après l'arrivée des grands travaux linéaires comme les autoroutes, d'une part, et ensuite le TGV. Mais le remembrement a toujours été fait dans le département, notamment pour compenser les emprises qui se sont développées autour des grandes villes du département. Je pense qu'il faut rappeler que c'est l'État qui finançait l'essentiel du remembrement jusqu'aux années 70, mais à partir du moment où les autoroutes et le TGV est venu en Eure-et-Loire, ce sont les maîtres d'ouvrage qui ont financé les remembrements. Ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est que le remembrement continue, le remembrement est toujours en train de se faire, mais il est fait à la demande des agriculteurs et il est financé par les agriculteurs. Changement de président en 1966 à la FDSEA d'Eure-et-Loire. André Tiercelin prend le pouvoir. L'année 1970 marque un tournant majeur avec la mise en place des GFA, les groupements fonciers agricoles, et la création du statut de GAEC. La période 1960 à 1980 a connu une grave accélération de l'exode agricole. En 20 ans, l'agriculture perd la moitié de ses actifs. Cette période des années 60 était une année où il y avait de la surproduction déjà, et les premières crises agricoles d'après-guerre. Et il y a eu une mécanisation importante, ce qui fait que les salariés agricoles se sont dirigés vers l'industrie, qui était, elle, très demandeuse en main-d'œuvre peu qualifiée, et ce qui a entraîné un exode du monde rural vers la ville et vers l'industrie. C'est également la naissance du drainage et de l'irrigation, avec la mise en place des quotas d'eau. De nouvelles cultures apparaissent, c'est le début de la diversification. La grosse évolution que nous avons connue, c'est sur l'irrigation. On a eu certaines survies des régions naturelles comme la Orgère, la Beauce pouilleuse qu'on l'appelait, des régions qui étaient difficiles, vouées uniquement à l'élevage de moutons, de lentilles et quelques haricots pour les gens qui avaient un peu plus de terre. Et ces régions qui étaient tellement difficiles, par l'irrigation, ils sont devenus presque la première région naturelle productive du département d'Eure-et-Loire et de la région centre. Et ça a permis de diversifier les cultures. Ça a sécurisé aussi la production de légumes de conserve avec les conserveries de l'Orléanais. Il y a aussi la pérennisation de la production de semences, semences potagères, porte-graines, qui est importante aussi sur la Beauce. Et puis peut-être plus récemment, donc, le développement de la betterave, la pomme de terre, l'oignon. Voilà, pour quelques exemples de diversification dans notre région. Et on s'aperçoit que le développement donc, et la bonne gestion de l'irrigation ont permis une maîtrise de la production agricole de ces régions en quantité et en qualité. Sur le plan économique, les agriculteurs mesurent l'importance de la politique agricole commune et du rôle des instances européennes sur leur activité. Après la sortie du plan Mansholt, en 1971, basé sur une restructuration des exploitations et une meilleure orientation des productions,
Des manifestations ont alors lieu à Bruxelles pour protester contre la stagnation de la PAC et des prix agricoles inchangés depuis 1968. Le volume de la production agricole a explosé, mais les exploitants n'en perçoivent pas les bénéfices. En effet, en 10 ans, le revenu n'a pas augmenté à cause des évolutions divergentes des prix et des charges de plus en plus importantes. En Eure-et-Loire, un éleveur reprend les rênes de la FDSEA, Guy Régnard, qui a mis en place l'opération paille suite à la sécheresse de l'été 1976. La sécheresse de 1976, qui a été une catastrophe sur les rendements comme on n'en avait jamais vu. Bon, le département d'Eure-et-Loire a beaucoup souffert, beaucoup de départements ont souffert, et en particulier tout ce qui était petites terres, et des catastrophes économiques sur les petites terres. On a eu une solidarité nationale, c'est vrai, mais alors une bourde politique monumentale, c'est d'avoir sorti l'idée d'un impôt sécheresse, quoi. C'était une catastrophe en termes d'image pour l'agriculture. Le secteur de l'élevage avait besoin de paille. Il y a eu une opération paille qui n'a pas été bien organisée parce que les préfets ont cru bon de devoir empêcher le broyage des pailles. Et ceci dit, la paille a été laissée en andin parce qu'il a plu au mois de septembre et que n'ayant pas été enlevée, il a fallu écarter et faner à la fourche, à la main, les bottes de paille. Alors, je pense que ça a servi de leçon pour après, de façon à ce que l'approvisionnement en paille des régions herbagères, qui n'avaient vraiment rien, puisse se faire, mais sur la base de relations commerciales, contractuelles, avec des opérateurs qui regroupent la marchandise et qui font les choses sérieusement. Je pense que ça a servi de leçon. Pierre Foussard arrive en 1981 en tant que président de la FDSEA et le sera jusqu'en 1984. Courte période mais riche en événements. Les premières discussions liées à la réforme de la PAC ont lieu. Une nouvelle loi d'orientation est votée en juillet 1980. Son objectif est de donner à l'agriculture française une nouvelle étape dans son développement. Le statut de co-responsabilité des époux agriculteurs voit le jour. Trop longtemps ignoré, les agricultrices sont enfin reconnues et le statut de co-exploitante est créé. Malgré cette évolution, l'installation des premières agricultrices quelques années après n'a pas été facile. On est tombé sur quelqu'un qui n'avait pas trop envie de nous renseigner et qui a fini par nous dire que les femmes, c'était peut-être plus fait pour être des épouses d'agriculteurs que des agricultrices elles-mêmes. J'ai cherché un petit peu à m'agrandir autour de chez moi, ce qui n'était pas forcément évident non plus, parce que les gens qui cédaient à l'époque préféraient, quand ils avaient plusieurs candidats, et évidemment ils en avaient plusieurs, préféraient céder à un garçon plutôt qu'à une fille. Heureusement, c'est rentré dans les mentalités qu'il y avait aujourd'hui des femmes qui étaient chefs d'exploitation, puisque dans un rayon de 10 km autour de moi, il y a à peu près 4 ou 5 femmes qui sont agricultrices aujourd'hui. Donc c'est certainement plus facile d'être intégrée et reconnue comme agricultrice pour celles qui s'installent aujourd'hui. En 1984, Jean-Jacques Vorimort prend les rênes de la FDSEA. La FDSEA, c'est l'instrument de défense du revenu des producteurs. Avec c'est une défense qui n'est pas une défense à courte vue. J'estime que c'est une défense qui doit se gérer sur la longueur. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, quand on prend la situation de 91-92, il fallait avoir la vision de ce qu'il allait se passer 10 ans après, quoi. Et donc il fallait qu'on rentre au marché mondial. Donc c'est un instrument de défense des revenus, c'est clair. On a une profession à défendre, on a des mandants qui nous le demandent. Les quotas laitiers sont également instaurés en 1984 par Michel Rocard et devaient permettre le départ en retraite des producteurs âgés et des aides à la reconversion. L'instauration des quotas laitiers en 1984 a permis la maîtrise des volumes, mais a occasionné une perte des producteurs laitiers, puisque beaucoup ont abandonné la production. Il y en avait 1200 producteurs en 1984 et en 2016, il en reste 140 en Eure-et-Loire. Effectivement, ça a créé beaucoup de désarroi dans les campagnes. Mais en fait, au fil des années, on s'est aperçu que c'était une très bonne opération. Et ça a surtout permis de maintenir une production laitière sur tous les territoires. Et on s'aperçoit des conséquences aujourd'hui où justement
Depuis un an, il n'y a plus de quotas laitiers, plus de maîtrise des volumes, et donc peut-être une difficulté à maintenir une production comme elle était répartie. En parallèle, les premières actions de sensibilisation auprès du grand public ont lieu à la capitale au début des années 90. Citons la grande moisson organisée par le CNJA. Plus d'1 hectare de blé est moissonné sur les Champs-Élysées. Une opération médiatique pour sensibiliser les Parisiens et mettre en valeur le métier d'agriculteur. Puis il y a eu Dimanche des Terres de France, où près de 300 000 personnes étaient rassemblées cours de Vincennes à Paris. Jean-Jacques Vorimort passe la main à Jean-Pierre Leveillard en 1992, qui démarre son mandat avec de grandes actions syndicales contre la réforme de la PAC. Les dernières réformes ont été peu efficaces et les stocks publics s'accumulent, les dépenses budgétaires augmentent et le revenu agricole n'a pas progressé depuis 1973. Un nouveau système va donc être adopté en 1992 pour maîtriser les excédents et diminuer la production. Cette réforme a été vraiment très mal comprise par les agriculteurs, parce que déjà par le gel de terre qui a été institué au moment, et puis aussi par un système d'aide directe qui changeait vraiment fondamentalement le système jusqu'alors en vigueur, quoi. On avait des aides par les prix, c'était indolore si je puis dire, mais on passait à un système d'aide directe et là les choses changeaient fondamentalement. Étant obligé de rentrer dans cette logique de la mondialisation et du marché mondial des céréales, et il fallait trouver un compromis. Donc cette réforme de la PAC, douloureuse en particulier pour notre département, premier département céréalier de France, qui a été le plus touché, ça c'est clair, et cette réforme de la PAC, je dirais, a généré beaucoup de doutes dans les esprits des agriculteurs. D'abord, est-ce que les paiements se feraient correctement? Est-ce qu'on aurait une administration de tout ça qui serait raisonnable, qui ne serait pas trop tatillonne, qui serait supportable? Et je dirais, est-ce qu'il y aurait de l'équité aussi autour de ça? Donc ça a été extrêmement difficile. Moi je comprends très bien que certains l'aient refusé, mais je pense qu'on a quand même bien fait de l'accepter à l'époque, parce que ça nous a permis d'accéder au marché mondial, et aujourd'hui, je ne vois pas comment nous ferions si nous n'avions pas ces marchés extérieurs. De nombreuses actions nationales déclinées en local se succèdent. De nombreuses manifestations il y a eu sur le sujet. Il y en a une pour laquelle on a occupé le devant de la préfecture pendant près d'une semaine. Il était d'ailleurs temps que tout ça s'arrête, parce que des agriculteurs qui sont présents jour et nuit, parce qu'il ne fallait pas oublier les nuits, bon, les esprits s'échauffent un peu de temps en temps. Enfin, il y avait une bonne ambiance autour du campement, donc on a levé le camp au bout de 6 jours quand même. Ça a quand même été des soirées sympathiques, parce que le temps était correct. On a vu des agriculteurs jouer aux cartes, par exemple, pour occuper la nuit. On faisait des grillades, on voyait les chartrains venir manger les grillades comme si c'était les restaurants du cœur, un peu. En fait, c'était bien perçu par la population. Au même moment, les éleveurs sont touchés par la crise de la vache folle. La consommation de viande chute énormément et les conséquences sont désastreuses et débouchent parfois sur l'abattage total des troupeaux. La filière va mettre plusieurs années à s'en remettre. Des opérations coup de poing en protestation contre les mesures prises par le gouvernement ont eu lieu sur le département. Ça a été une période difficile à gérer. Il y a eu 3 élevages en Eure-et-Loire qui ont été touchés et où il a fallu abattre les troupeaux. Et l'abattage a sans doute été une bonne chose pour établir la confiance du consommateur, mais pour les éleveurs, effectivement, c'était sentimentalement très dur. Dans le milieu des années 90, les agriculteurs assistent à la naissance de Natura 2000 et des zones vulnérables. C'est l'apparition des premières contraintes environnementales. En Eure-et-Loire, le réseau phare voit le jour pour montrer la responsabilité des agriculteurs face à l'environnement. D'autres difficultés apparaissent liées à la circulation des engins agricoles, les dégâts de gibier et le classement des nuisibles. La FDSEA doit se battre sur tous les fronts. Sur le terrain, les contraintes pour les agriculteurs s'accumulent et la nouvelle réforme de la PAC annoncée en mars 1999 ne calme pas les esprits. Cette réforme aurait pour but de soutenir les initiatives de développement rural et les aides versées seraient donc de moins en moins liées au volume de production.
La FDSEA d'Eure-et-Loir a réagi immédiatement à ces annonces et une action nocturne qui a mobilisé spontanément plus de 400 agriculteurs a été rapidement organisée. On a trouvé des œufs, on a balancé les œufs. Ce qui n'avait pas été prévu, c'est qu'en fait, on a brûlé les ballots de paille et les palettes qui étaient devant la préfecture. Et sous l'effet de la chaleur, eh bien, tout a cuit sur les carreaux et ça n'a pas été nettoyable. Il a fallu changer les carreaux de la préfecture. Disons qu'on allait vers l'approfondissement de la première réforme. On allait dans le sens des aides directes, dans le sens des aides directes qui étaient partagées avec des objectifs à la fois de partage avec les productions animales, à la fois de partage entre agriculteurs. Et dans une situation comme celle-ci, évidemment, l'Eure-et-Loir était en première ligne sur les conséquences, puisque les rendements étaient plutôt assez élevés. On instituait aussi un régime d'aide au développement rural. Bon, quand on parle de développement rural, on s'imagine bien que les aides ne sont pas tout à fait prévues pour l'Eure-et-Loir. Donc ça faisait, là encore, des sommes qui disparaissaient de l'économie de l'Eure-et-Loir et de la région centre d'ailleurs. L'année 1999 s'est terminée avec une violente tempête. L'Eure-et-Loir a été fortement touchée et les dégâts ont été considérables sur le territoire. Des bâtiments agricoles, des serres, des poulaillers et même des maisons ont été détruits. Les longues coupures d'électricité et d'eau ont fortement pénalisé les éleveurs. De gros dégâts qui ont donné du fil à retordre à la Chambre d'agriculture et à la FDSEA pour venir en soutien à tous les agriculteurs touchés. Autre action marquante sur le département et qui a montré le ras-le-bol des agriculteurs face à l'empilement des mesures réglementaires, ça a été le blocage lors des journées parlementaires des députés verts sur une exploitation à Ville-en-Puy en septembre 2000. C'est l'encerclement donc de la ferme de Larainville pour empêcher les Verts d'y tenir leur journée parlementaire. Des centaines d'agriculteurs sont arrivés avec leurs tracteurs, leurs remorques la veille et ont encerclé donc la ferme de Larainville. Nous, on l'a ressenti comme une provocation de vouloir faire cette réunion des Verts en pleine Beauce. On ne pouvait accepter ça. Puis pour la petite anecdote, c'est la première fois que je couchais dans ma remorque. Les agriculteurs se sont aussi mobilisés en vélo à Chartres pour obtenir une baisse des taxes sur le gasoil et en tracteur contre une crise qui touche toutes les productions. 1000 agriculteurs ont encerclé les rues de Chartres. Un long défilé de feux de détresse et de klaxons pour symboliser les sonnettes d'alarme face à cette situation de crise. C'est une action dont les Chartrains se souviennent certainement encore pour certains. De nuit, ça avait été vraiment extraordinaire parce que tous les gyrophares dans Chartres allumés qui clignotent, ça avait été incroyable et on avait filtré tous les ronds-points pour rentrer dans Chartres. Dans la foulée, 8 quarts d'Eure-et-Loir se sont rendus à Strasbourg pour manifester aux côtés des autres syndicats européens en juin 2002. Les agriculteurs exigeaient une PAC renforcée pour retrouver le prix de leurs produits et de leur marché. En 2003, Jean-Pierre Leveillard passe le flambeau de président à Éric Thirouin, qui était président des Jeunes Agriculteurs. En 2003, je me disais, voilà, c'est une sacrée responsabilité qu'on me confie. C'est la défense du département, la défense des agriculteurs de ce département. Et c'est vrai que cette DSEA, j'avais comme ambition d'arriver à la développer, à la faire grandir. On avait, quelques années auparavant, avait une chute d'adhésion qui était importante et toute mon ambition, c'était d'arriver à mieux communiquer l'intérêt et l'enjeu qu'il y a de se regrouper dans un syndicat et dans le nôtre. Et donc, effectivement, au cours de ces 10 années, j'ai eu pour objectif d'augmenter l'équipe, puisqu'on a augmenté près de 50% l'équipe de salariés de la FDSEA, mais ce n'est pas dans le but d'augmenter le nombre de salariés, mais le but d'être plus en contact avec les agriculteurs sur le terrain et puis aussi de développer les services, que ce soit pour la main-d'œuvre, que ce soit pour les déclarations PAC, que ce soit pour le suivi dans le cas des contrôles, enfin bref, tous les services qu'il y avait à développer. Suite aux aléas climatiques de 2003, le département d'Eure-et-Loir a été classé en calamité agricole.
On a eu, dès la première année, en 2003, une sécheresse dont tout le monde se souvient. Et c'est un peu le premier combat syndical auquel on a été confronté avec toute l'équipe. On a eu à peu près 1 millier d'agriculteurs qui étaient éligibles aux calamités sécheresse. Et la grande victoire, c'est qu'en 2004, on a été reconnu. Et je crois que c'est une des premières fois qu'un département céréalier comme le nôtre a été reconnu au titre des céréales et de la SCOP en calamité sécheresse. Dans les années qui suivent, les contraintes environnementales sont de plus en plus pesantes sur les exploitations. 2009 et 2010 ont été des années riches en mobilisation et marquantes par des actions assez spectaculaires. C'est toute cette période 2007-2009 où on avait une avalanche de réglementation environnementale. On sait, le Grenelle, c'est autour de ces années-là, en 2008, qu'il est arrivé, et donc on a une pression environnementale extrêmement forte. C'est la problématique de protéger les cours d'eau avec des bandes enherbées, les zones d'infiltration préférentielles qui ont été imaginées à la DDT 28. Et donc là-dessus, on avait fait un travail très fort de définition des cours d'eau, qui est à nouveau d'actualité sur le plan national maintenant, mais on avait effectivement à cette époque-là, en 2007-2008, commencé à faire une définition des cours d'eau qui va largement nous être utile cette année, pour faire des bandes enherbées. Je me souviens d'une manifestation particulière où on avait complètement refait toute l'esplanade de la préfecture avec des rouleaux d'herbe. On était tous venus avec les camions, on avait tout recouvert d'herbe, on expliquait qu'effectivement, c'était des surfaces où on n'allait plus pouvoir cultiver. Les agriculteurs se mobilisent également contre le plan Barnier. Ce plan prévoit une nouvelle réforme de la PAC qui réorienterait les aides du département d'Eure-et-Loir vers d'autres zones géographiques et d'autres productions. Une réforme qui allait sans aucun doute peser sur la compétitivité des exploitations et sacrifier un bon nombre d'emplois. À cette époque-là, on avait essayé de varier les plaisirs avec un certain nombre de communications parce que l'objectif, c'était pas de casser ou d'embêter les Chartrains, mais l'objectif, c'était de se faire entendre. Et je me souviens qu'on avait fait une manifestation par rapport à Barnier avec de la mousse. Et donc, on avait dit qu'effectivement, il se faisait mousser. Ça avait été repris, on avait fait un buzz médiatique top. Cette période avec la réforme de Barnier, avec les modulations, avec les transferts, avec des tas de choses qui nous ont fait mal, on a réussi à limiter la casse pour partie, mais pas en totalité. On avait fait une mobilisation sans précédent, on avait été 1500 manifestants sur la rocade à Chartres. Ensuite, on avait fait une manifestation aux Invalides, et puis ça s'était terminé par cette grande manifestation, la première en tracteur, qu'on avait organisée avec la région Centre, Nord-Bassin parisien. J'étais secrétaire général à l'époque, et on avait manifesté, effectivement, vous vous en souvenez, à Paris, avec 1 millier de tracteurs. C'était la première manifestation où tous les Parisiens avaient marqué leur soutien au monde agricole. Suivra en 2012 l'importante manifestation Confetti à Orléans pour protester contre l'empilement réglementaire. Et je me souviens, on avait fait une manifestation en 2012 avec des confettis où on avait dit effectivement, voilà, votre paperasse qu'on en fait, on le passe au broyeur et puis on vous l'envoie, c'est que du vent. Et on avait recouvert à la fois dans le département, mais aussi à l'Adréal, à l'agence de l'eau à Orléans, recouvert de paperasse. Après 10 ans de présidence, Éric Thirouin passe la main à Jean-Michel Gouache en 2013, toujours en poste aujourd'hui. La crise de l'élevage, aujourd'hui étendue à toutes les productions, une nouvelle réforme de la PAC, le 5e programme de la directive nitrate, la pression que provoquent les contrôles sur les exploitations et l'accumulation de toutes les autres contraintes administratives sont les dossiers sensibles et sur lesquels l'équipe de Jean-Michel Gouache et de la FDSEA se battent ces dernières années. De grandes mobilisations pour soutenir l'élevage face à la hausse des coûts de production ont été menées pour viser la grande distribution et alerter les pouvoirs publics à Chartres comme à Paris. La FDSEA s'est également battue pour l'abrogation de l'écotaxe. Plusieurs actions ont été menées comme le blocage de la rocade de Dreux et le démontage des panneaux durant la nuit qui ont été ensuite déposés devant la préfecture de Chartres. Grâce à toutes ces actions et la mobilisation de l'ensemble du réseau, la mise en application de cette taxe a été évitée. La dernière mobilisation qui restera sans aucun doute dans les mémoires est le rassemblement de 1700 tracteurs à Paris en septembre 2015. Des milliers d'agriculteurs solidaires pour représenter toutes les productions et toutes les régions se sont réunis place de la Nation à Paris avec un seul et même slogan « Moins de charges, moins de normes et plus de prix ». Aucune autre profession n'a réussi à organiser un tel rassemblement,
Même si les annonces faites par le gouvernement n'ont pas convaincu la totalité des manifestants, cette action d'envergure a permis au pouvoir public de s'en rendre compte du malaise vécu dans les campagnes et d'avoir le soutien de la population et des citoyens. C'est aussi ça la force du réseau FNSEA, et le combat n'est pas terminé. Hier comme aujourd'hui, votre FDSEA garde le même rôle, défendre les intérêts des agriculteurs. Alors Jean-Michel Gouache, pouvez-vous nous dire aujourd'hui quelles sont les futures ambitions et prochains objectifs de la FDSEA ? La FDSEA doit être un syndicalisme de propositions et de solutions afin que chacun puisse conserver sa liberté d'entreprendre. La défense collective passera par de nouveaux moyens d'action et de pression afin de coller à la réalité du moment. Sans oublier bien sûr la défense individuelle, l'apport de services nouveaux et bien sûr la communication, domaine dans lequel nous avons encore beaucoup à progresser. Très bien, alors là vous marquez une date anniversaire, les 70 ans. Quel message auriez-vous envie de passer à vos adhérents ? Le syndicalisme a su évoluer pendant ces 70 ans, mais il faudra encore qu'il évolue encore pendant les 70 ans à venir, sans jamais perdre de vue ses valeurs, incarnées par les 5 lettres de la FDSEA, fédérer, défendre, servir, entreprendre et agir. Merci. Notre rétrospective est désormais terminée. Merci de nous avoir suivis.